je passe la parole à Maël Goarzin, qui est docteur en philosophie, qui est membre fondateur de Stoa Gallica et qui va intervenir auprès de nous sur agir à propos et en situation, rôle, relation et action convenable chez les stoïciens. Maël, on vous passe la parole pendant 30 à 40 minutes, puis une dizaine de minutes de questions encore. Merci beaucoup à toi, Emmanuel, et on vous écoute, Maël, avec attention. Merci beaucoup, Michael. Merci de me donner cette opportunité de vous parler aujourd'hui du stoïcisme et plus particulièrement de l'action, la discipline de l'action dont je vais vous parler aujourd'hui. Effectivement, pendant 30-40 minutes avec quelques intermèdes pratiques également, et puis je l'espère au moins 10 minutes de discussion pour pouvoir échanger avec vous. Je vous mets tout de suite mon exemplier avec les citations dans le chat. Donc vous pouvez comme ça le télécharger, la noter si vous le souhaitez pendant ma présentation, et puis que je vais vous partager tout de suite. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, parfaitement. Super. Donc, j'ai intitulé ma présentation Agir à propos et en situation, rôle, relation et action convenable chez les stoïciens. Pourquoi je vous propose d'examiner aujourd'hui finalement un axe qui est central dans l'éthique stoïcienne, qui est, qui est l'action convenable et la discipline de l'action en particulier. Alors, attendez, j'ouvre mon document. Ce qui va m'intéresser, c'est l'action convenable, donc un terme technique stoïcien, le katékon. Le katékon, c'est qu'on traduit par action convenable notamment, mais pas seulement, qui va, pour les stoïciens, se déterminer à partir des rôles que nous assumons, rôles qui eux-mêmes sont identifiés par nos relations, et nos relations sociales notamment, et par les titres ou les noms qui nous qualifient. Et mon hypothèse est très simple, c'est que l'éthique d'Épictète, sur lequel je vais me focaliser, stoïcien sur lequel je vais me focaliser aujourd'hui, est fondamentalement une éthique des rôles, prosopone en grec. Et pour cette raison, elle offre à mon avis un cadre pratique particulièrement intéressant pour discerner ce qu'il convient de faire dans toutes les circonstances de la vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Effectivement, je rejoins ce qui a été dit il y a quelques instants. On ne peut pas, quand on parle du mode de vie stoïcien et du mode de vie philosophique, de manière générale, distinguer un cadre qui serait uniquement personnel, une vie personnelle, et puis une vie professionnelle qui serait complètement à part. Donc, je parlerai évidemment du mode de vie stoïcien de manière générale, et donc des applications pratiques que l'on peut faire tant dans le cadre personnel que professionnel. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter donc ces concepts stoïciens, celui d'action convenable, de katékon notamment, et les exercices pratiques proposés par Épictète en lien avec la discipline de l'action. En particulier, le fait de visualiser nos relations et d'identifier nos différents rôles pour pouvoir déterminer l'action convenable à entreprendre dans la situation qui est la mienne maintenant. Et puis, ce sera à chacun d'entre vous ensuite d'appliquer ces concepts et ces exercices dans le contexte qui est le vôtre, puisque chacun d'entre nous a un contexte qui est différent. Si cela vous semble pertinent, évidemment, et la discussion qui suivra ma présentation nous permettra, j'espère, de questionner cette pertinence précisément. Je précise que j'ai jugé utile pour mon propos de prendre un peu de temps sur la partie de mon intervention pour vous laisser le temps de mettre en pratique ces exercices pratiques, quelques minutes. Il y aura 2 intermèdes pratiques, quelques minutes pour pouvoir vraiment essayer de mettre en pratique ces outils, ces exercices qui sont proposés par Épictète dans le manuel et dans les entretiens. Voilà. Je commence sans plus tarder par le premier point, la première partie de mon intervention, juste faire le point sur l'activité philosophique chez Épictète et les 3 lieux de l'activité philosophique chez Épictète.
vous connaissez très certainement cette distinction euh, stoïcienne, chère à Épictète, qui vient d'Épictète en particulier, entre ce qui dépend de nous d'une part et ce qui n'en dépend pas. C'est ce qui est expliqué dans les deux premières citations, que je ne lirai pas, du manuel et des entretiens d'Épictète, et puis synthétisé par le tableau que vous voyez également sur l'exemplier. Selon cette distinction, ce qui dépend de moi consiste essentiellement en trois activités. Trois activités qui sont, pour Épictète, du ressort de la faculté de choix, proairesis en grec, terme qu'utilise Épictète justement pour désigner ensemble ces trois activités de l'âme qui dépendent de moi. Donc le jugement, hypolepsis, le désir et l'aversion sont contraires, ça c'est le couple orexis et clisis, et troisièmement, l'impulsion à agir, ou le refus d'agir sont contraires, là c'est le couple ormé-informé. Et c'est de ce troisième point en particulier qu'on va parler aujourd'hui. Là réside pour Épictète ma liberté. Une liberté qui est donc toute intérieure, totalement indépendante des circonstances extérieures et de ce qui ne dépend pas de moi. Et dans ce qui ne dépend pas de moi, on retrouve, comme vous pouvez le lire dans les citations, le corps, les biens matériels, les magistratures, la réputation, etc. Pourquoi je pars de là? Parce que finalement, quand on veut comprendre le mode de vie stoïcien, l'activité philosophique stoïcienne, en particulier chez Épictète, il faut bien comprendre que c'est de là, de cette distinction-là, et de ces trois activités de l'âme qui sont du ressort de la faculté de choix en particulier, que vont se déployer trois disciplines, ou trois lieux de l'activité philosophique. La discipline du désir et de l'aversion, dans le but de porter mon désir uniquement sur ce qui dépend de nous, celle du jugement ou de l'assentiment pour examiner nos représentations et prévenir l'erreur et les jugements hâtifs, et puis enfin, la discipline de l'action qui va nous intéresser aujourd'hui pour agir avec ordre, raisonnablement, sans négligence. Le mode de vie philosophique, pour Épictète, consiste alors dans la pratique constante de ces trois thèmes d'exercice que l'on retrouve à plusieurs reprises dans les entretiens d'Épictète, qui forment également la trame principale du manuel d'Épictète, comme l'a bien montré Pierre Hadot dans son commentaire du manuel d'Épictète. Et sur le document, là aussi, vous voyez que dans l'entretien 3.2, Épictète résume ces trois thèmes, il reprend ces trois thèmes. Là encore, je vous laisserai le lire par vous-même. Ce que je voulais dire comme introduction, c'est que cette tripartition, là, ces trois thèmes, ces trois topoi, ces trois lieux de l'activité, de l'ascésis, de l'entraînement quotidien à la vie philosophique, eh bien, elle structure la vie quotidienne du philosophe stoïcien. Il va s'agir de s'exercer chaque jour à bien désirer, à bien juger et à bien agir. Et dans ce cadre, la question que je pose aujourd'hui, donc qui relève de la discipline de l'action, un de ces trois domaines du mode de vie philosophique stoïcien, c'est comment déterminer ici et maintenant, dans les circonstances qui sont les miennes, ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient que je fasse. Donc la discipline de l'action, elle concerne en effet, voilà, la discipline, c'est la question que je pose ici. C'est cette question-là que je vais essayer de mieux comprendre, de mieux vous faire comprendre, et puis à laquelle je vais essayer de répondre tout au long de l'intervention. La discipline de l'action concerne en effet la mise en œuvre de l'action convenable ou appropriée, de l'action appropriée, autre traduction possible du terme grec katékon, donc je le rappelle, qui peut parfois être traduit également, en fonction des traductions, par fonction propre ou devoir. Voilà, donc on a plusieurs traductions pour un terme, un seul terme, katékon. On va essayer de comprendre, ce sera la partie suivante, ma deuxième partie. Qu'est-ce que c'est que ce katékon, que cette action convenable, et comment on va pouvoir réussir à déterminer cette action convenable par l'identification de nos titres, de nos relations, et des rôles qui nous caractérisent. Ça, c'est un petit peu la trame, ce qui va être la trame de mon intervention. Donc je passe à la suite, si vous voulez bien. Donc la deuxième partie qui concerne l'action convenable, je vais essayer de la définir en quelques mots. Dans la tradition stoïcienne, qui remonte donc à Zénon déjà, donc le fondateur du stoïcisme, qui était mentionné aussi tout à l'heure, Zénon de Citium,
il définit ainsi l'action convenable, le catéchone, comme caractérisée par la conséquentialité. Je vais expliquer ensuite c'est en quoi ça consiste. Donc là aussi un terme grec, to akoluton, et la justification rationnelle, to eulogon. Elle correspond en d'autres termes, et là je cite Diogène Laërce, à ce que la raison nous pousse à faire, par opposition à ce que la raison nous pousse à ne pas faire, qui serait l'inverse de l'action convenable. Les exemples classiques que l'on trouve chez les stoïciens, tels que Zénon, c'est honorer ses parents, ses frères, sa patrie, fréquenter ses amis. Ça, ce sont des exemples d'actions convenables. Puis on a des contre-exemples comme négliger ses parents, ne pas se soucier de ses frères, mépriser sa patrie, etc. Et juste une petite note aussi pour dire que l'action convenable, le katéchon, se distingue de l'action droite, katortoma en grec, qui est l'action accomplie selon la vertu, c'est-à-dire avec prudence, avec justice, avec tempérance, courage, etc. Et donc toute action droite est un katéchon parfait, donc une action convenable parfaite, c'est-à-dire réalisée avec une disposition vertueuse, mais toute action convenable n'est pas nécessairement une action droite, réalisée avec vertu. En effet, c'est la disposition vertueuse ou non de l'agent, de celui qui réalise l'action, qui va faire que l'action sera une action droite, c'est-à-dire vertueuse ou non. Pour reprendre juste un exemple donné par Diogène Laërce, qui expose la théorie de Zénon, si se promener est une action convenable, donc tout dépendra des circonstances, mais il se peut que se promener est une action convenable, eh bien, si elle est convenable, c'est seulement le fait de se promener prudemment, avec prudence, donc vertueusement, qui sera une action droite. Voilà. Petit point terminologique pour essayer de distinguer ce qu'est l'action convenable pour les stoïciens, et c'est une définition que va reprendre Épictète, donc c'est pour ça que je prends le temps de bien insister là-dessus. Autre point qui caractérise vraiment l'action convenable, c'est son caractère circonstanciel. Je l'ai évoqué un petit peu implicitement déjà jusqu'à présent, mais les stoïciens, et Épictète également, va insister toujours sur le caractère circonstanciel des actions convenables. Certaines actions, comme nous dit Diogène Laërce, c'est la citation numéro 4, certaines actions seront toujours appropriées, c'est le fait de vivre selon la vertu, qui est non seulement une action appropriée, mais une action droite, mais d'autres ne le sont que parfois, après examen rationnel des circonstances. Je vous lis à partir du milieu à peu près de la citation, est toujours approprié le fait de vivre selon la vertu, ne le sont pas toujours de discuter par questions et réponses, de se promener et choses semblables. On pourrait tenir le même langage sur ce qui est contraire aux actions convenables. Donc, tout dépend des circonstances. Ce qui fait qu'on ne va pas avoir, sauf pour les actions vertueuses, des actions qui, dans tous les cas, seront convenables. Et qu'il va falloir décider si cette action est convenable ou non. Donc avoir un certain nombre de critères pour pouvoir le déterminer, c'est ce qu'on va voir ensuite. Thomas Benatouil, dans son livre Faire usage sur la pratique du stoïcisme, a très bien résumé cette dimension circonstancielle de l'action convenable. Il dit ceci: la doctrine des convenables est de part en part circonstancielle dans la mesure où elle ne peut justifier des actions sans faire intervenir les caractères particuliers de leurs auteurs, leurs visées, leurs objets, leurs contraintes et tous les aspects pertinents du contexte. Donc prendre en compte le contexte sera essentiel pour déterminer l'action convenable. Or, chez Épictète, cet examen de l'action convenable s'opère à partir d'un repérage de nos relations et de nos rôles. L'action va devenir appropriée en tant qu'elle suit ce que requiert la relation ou le rôle pertinent dans la situation qui est la mienne actuellement, au moment où je dois prendre une décision et agir. Deux textes en particulier sont les deux textes suivants. Deux textes en particulier tirés du manuel d'Épictète et des entretiens d'Épictète explicitent cette importance des relations d'une part et des rôles
en lien avec l'action convenable. Si je n'avais dû choisir que 2 textes à vous lire aujourd'hui, c'eût été probablement ces deux-là. Donc tout d'abord, le texte numéro 5, tiré du manuel d'Épictète, le chapitre 30, qui dit ceci. J'ai mis entre parenthèses les termes grecs pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, étant donné les définitions que j'ai pu vous proposer plus haut. Les choses qu'il convient de faire, donc ta katekonta, c'est le katekon mais au pluriel tout simplement, les choses qu'il convient de faire se mesurent la plupart du temps en fonction des relations. C'est donc de cette manière que tu découvriras ton devoir, ton katekon, donc là le terme katekon a été traduit par devoir, mais tu découvriras l'action convenable à partir de ta relation à ton concitoyen, à ton voisin, à ton général. Si tu t'habitues à considérer tes relations à autrui. Relation à autrui, c'est le terme skeseis dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc ça, c'est la première dimension et le premier exercice que je vais vous présenter, le fait d'identifier, de visualiser nos relations pour déterminer quelle sera l'action convenable. L'extrait suivant, numéro 6, dit la même chose à propos des rôles, cette fois. Je vous lis la deuxième partie de la phrase de la citation uniquement. Pour déterminer ce qui est raisonnable et ce qui est contraire à la raison, or, on a vu que le raisonnable, oilogon, le caractère raisonnable de l'action convenable, donc pour déterminer l'action convenable, nous ne recourons pas seulement à la valeur des choses extérieures, mais chacun de nous se réfère aussi à celles qui répondent au rôle qu'il assume. Donc on a non seulement comme critère la distinction de la valeur des choses, la distinction entre ce qui dépend de nous, qui peut avoir une valeur morale, et ce qui ne dépend pas de nous, les indifférents qui n'ont pas de valeur morale. Donc ce n'est pas le seul critère que va utiliser Épictète pour agir, mais aussi se référer à nos rôles, aux différents rôles que l'on assume. Donc on voit vraiment la centralité à la fois de nos relations, et donc l'importance de les identifier, et de nos rôles, des rôles qui sont les miens. Donc la première étape pour déterminer l'action convenable, dans les circonstances qui sont les miennes, étant donné les relations qui sont les miennes, et les relations de la personne avec qui je suis en interaction, ça va donc être, cette première étape, de visualiser ces relations, d'identifier ces rôles, ce qu'Épictète propose de faire à partir notamment des titres ou des noms qui nous caractérisent. C'est la partie suivante, je vous propose d'avancer un petit peu, qui concerne donc le fait d'identifier nos rôles. Comment identifier ces rôles s'ils sont si importants pour déterminer quelle sera l'action convenable? Comment identifier nos rôles? Et Épictète nous propose donc de le faire à partir de nos relations, comme on l'a vu dans le chapitre 30 du manuel, et à partir des titres ou des noms qui sont les nôtres, qui nous appartiennent. Donc tout d'abord, premier outil, ça va être de considérer nos relations sociales, donc ce terme de skeseis qui apparaît dans le chapitre 30 du manuel. L'exercice consiste à visualiser ces relations pour discerner ce qu'il convient de faire. Et Épictète va distinguer 2 types de relations. Des relations naturelles d'une part, c'est typiquement les relations de naissance, comme les relations parents-enfants, frères-sœurs, mais aussi les relations acquises, deuxième type de relations, qui, elles, peuvent être tout à fait temporaires, elles peuvent apparaître au cours de notre existence, puis disparaître en fonction des circonstances. Ce sont typiquement les relations entre amis, entre voisins, entre collègues, etc., qui vont varier effectivement en fonction du lieu où je vis, de mon lieu de travail, par exemple, pour reprendre les deux exemples de voisins et de collègues. Et je voulais juste noter aussi quelque chose que je n'ai pas fait en le lisant tout à l'heure dans le chapitre 30, ce terme d'habituer, s'habituer à considérer tes relations à autrui, etidze en grec, qui montre que cet exercice que nous propose de faire Épictète est un exercice à réaliser régulièrement, habituellement, à rendre habituel. C'est un exercice d'accoutumance. Cet exercice qui consiste à visualiser ses relations pour discerner ce qu'il convient de faire.
Épictète nous exhorte ainsi à considérer nos relations avec autrui, car c'est en visualisant ces relations, en ayant en tête, en ayant conscience de la relation que j'ai avec la personne que j'ai en face de moi ou avec qui j'interagis, que je saurai ce qu'il convient de faire à son égard. C'est ainsi que je vais découvrir la manière dont je dois me comporter avec cette personne et que je pourrai modifier en conséquence mon impulsion à agir. Ça, c'est le premier outil, visualiser nos relations. Le deuxième outil, et puis je vous laisserai ensuite un petit moment pour mettre en pratique cet exercice que nous propose Épictète. Le second outil consiste à examiner les titres ou les noms qui nous qualifient. Ces titres nous permettent ensuite d'inférer nos relations, et donc nos rôles, et par suite de décider de l'action convenable ou appropriée, donc du catéchone. Et là, c'est le chapitre 2, 10, donc le 10e chapitre du 2e livre des Entretiens, qui va précisément poser la question « Comment trouver les actions convenables à partir des noms ?» C'est le titre de l'entretien. Et la réponse est de dire que chaque titre, lorsqu'on y réfléchit bien, indique les actes qui lui sont appropriés. Alors, je vous lis seulement les passages, c'est un long passage, mais je vous lis simplement les passages qui sont en gras, pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit et comment Épictète nous propose de réaliser cet exercice pour déterminer l'action convenable. Examine qui tu es. Un petit point avant de continuer, pour montrer que lorsque Épictète nous demande d'examiner nos rôles, d'identifier nos rôles, il identifie cet examen finalement à un examen de soi. Qui suis-je? Quelle est mon identité? Et en fait, pour Épictète, mon identité, ou les différents rôles, les différents titres qui me caractérisent, font partie de qui je suis, de mon identité. Donc c'est très fort. Et c'est pour ça que c'est une éthique des rôles et que les rôles sont si importants. Parce que les rôles ne sont pas seulement des rôles sociaux, ce sont des rôles qui définissent qui je suis. Et donc, si je réalise ces rôles, si je vais pouvoir m'épanouir en tant que ceci ou que cela, étant donné la position qui est la mienne. Voilà, petit aparté, on pourra y revenir. Donc, examine qui tu es, nous dit Épictète, un homme en premier lieu. En outre, tu es citoyen du monde et partie du monde. Or, quel est le rôle d'un citoyen? Donc on voit première étape, on définit qui je suis, quel est mon rôle, et ensuite, je dois déduire l'action convenable. Quel est le rôle du citoyen? Après cela, souviens-toi que tu es fils. Quel est le rôle de ce personnage? Sache ensuite que tu es également frère. Puis, si tu es membre du conseil d'une cité, rappelle-toi que tu es conseiller. Si tu es jeune, que tu es jeune. Si tu es vieux, que tu es vieux. Si tu es père, que tu es père. Car chacun de ces noms, quand on y réfléchit, dessine toujours les traits des actes qui lui sont appropriés. Voilà. Donc c'est assez fort cet exercice, et on voit bien le lien entre la détermination des noms, des titres, finalement qui je suis, et mes rôles, et les actes qui leur seront appropriés, c'est-à-dire précisément l'acte convenable ou l'action appropriée, qu'on retrouve ici à la fin de cet extrait. Dans un autre entretien, c'est le texte suivant, le numéro 8. Épictète dit plus ou moins la même chose, je lirai simplement la première phrase. Nous avons à nous rappeler qui nous sommes, quel nom nous portons, et à nous efforcer de régler nos devoirs. Donc là, de nouveau, on a le terme de katekonta, katéchone, qui est traduit ici par devoir, mais que j'ai préféré traduire par action convenable ou appropriée dans mon propos. Mais donc d'abord, nous rappeler qui nous sommes, quel nom nous portons, et nous efforcer de régler nos actions convenables, nos actions, d'après la signification de nos relations sociales.
Donc on trouve à la fois l'importance du rôle et l'importance de la relation dans la détermination de l'action convenable. Les noms, pour Épictète, les noms et les rôles qui nous caractérisent deviennent ainsi notre guide finalement en vue de l'action convenable. L'identification correcte du rôle euh, rend notre action à la fois conséquente, c'est la dimension, le caractère et raisonnable, eulogon, de l'action convenable qu'on retrouve ici. D'une part, l'action est raisonnable parce qu'elle fait sens en fonction de notre rôle, elle peut être justifiée rationnellement par rapport à ce rôle que j'ai identifié, et d'autre part, l'action va suivre naturellement ce rôle, comme si elle en était une conséquence. Donc on retrouve à la fois la conséquentialité et le caractère raisonnable, akoluton, eulogon, qui font partie, comme on l'a vu dans la deuxième partie de mon intervention, depuis Zénon, de la définition de l'action convenable. Et de ce point de vue, je trouve qu'un exemple frappant que donne Épictète dans les entretiens, c'est l'exemple d'Helvidius Priscus dans l'entretien 1-2, décrit par Épictète comme exemplaire, vraiment. Helvidius Priscus, c'est un sénateur, exemplaire de cette éthique des rôles, et comment de notre conscience de notre rôle va découler l'action convenable. Helvidius Priscus est un sénateur, donc là encore je ne lirai pas le passage, mais je vais juste vous résumer la situation. Helvidius Priscus est un sénateur, opposant politique de Vespasien, et disciple des stoïciens. C'est un stoïcien. Face aux menaces de l'empereur, qui lui demande de ne pas se rendre au Sénat, Helvidius décide d'y aller tout de même, et de jouer son rôle de sénateur, quoi qu'il advienne, car tel est précisément son rôle. Il est de son devoir, il convient en tant que sénateur qu'il se présente au Sénat. Et lorsqu'on lui demande ensuite de garder le silence au Sénat, de nouveau, Helvidius va répondre qu'il parlera si on lui demande son avis, parce que précisément il convient en tant que sénateur, en tant qu'il est sénateur, qu'il dise ce qui lui paraît juste, même si cela ne plaît pas à l'empereur, même si cela doit finalement le mener à la mort. Voilà, ça c'est le texte numéro 9. Dans la même veine, de manière peut-être un peu moins dramatique, on a l'attitude naturelle du père de famille dans les entretiens 1-11, donc le premier livre, chapitre 11, cette attitude naturelle du père, décrite par Épictète, qui retourne auprès de sa fille malade. En fait, cette attitude naturelle du père, elle s'ensuit du rôle de père que s'empresse précisément de lui rappeler Épictète, sachant que la conscience de ce rôle, qui est le mien, va susciter naturellement l'action convenable, qui est ici de retourner auprès de sa fille malade, plutôt que de venir se plaindre auprès d'Épictète. Voilà. Voilà deux exemples un petit peu d'action convenable qui découlent de cette idée forte, vraiment très forte, que de l'identification de nos rôles va découler une action convenable. Alors, je vous propose, petit intermède, de réaliser, on va prendre quelques minutes pour le faire ensemble, de visualiser vos relations et vos titres pour pouvoir discerner vos rôles. Il s'agit donc d'un court exercice inspiré directement de la méthode qu'Épictète propose dans le manuel et les entretiens, donc ce que je viens de vous expliquer. Un exercice très simple mais très efficace qui va nous permettre de voir, chacun d'entre nous, ce que trop souvent on laisse un peu dans l'implicite, c'est-à-dire les relations qui nous définissent. C'est important, puisque pour Épictète, c'est ce qui nous définit, c'est qui je suis, et les titres qui indiquent les rôles que nous avons à jouer. Donc vous pouvez prendre une feuille ou voilà, un espace sur lequel vous pourrez écrire votre nom au centre de la feuille, et autour de ce nom, notez les relations sociales qui vous concernent aujourd'hui, que ce soit les relations naturelles, donc enfants de, parents de, frères ou sœurs, et les relations naturelles, et les relations acquises, parmi celles que j'ai citées, collègues, amis, voisins, membres d'une équipe, responsables d'une entreprise, d'une association, étudiants, enseignants, que sais-je.
on a tous, toutes et tous, des rôles très divers et variés. L'idée là est d'essayer de lister un petit peu autour de nous l'ensemble de ces titres et de ces relations. Comme le suggère Épictète dans le manuel, il s'agit là pendant 1 minute de prendre un moment pour écrire et visualiser un petit peu ces relations. Non pas de manière abstraite, mais telles qu'elles se présentent concrètement dans votre vie. Je vous laisse 1 petite minute pour réaliser cette première partie de l'exercice. Voilà. Dans un second temps, je vous propose d'ajouter, toujours autour de votre nom, quelques titres ou quelques noms qui vous qualifient. Parmi les titres ou les noms que l'on a vus dans les citations d'Épictète, on a celui d'être humain, par exemple, celui de citoyen du monde, de fils, de fille, de frère ou de sœur, de collègue, de chef d'équipe, d'étudiant, de professionnel d'un certain domaine, philosophe peut-être. Ces titres, pour Épictète, désignent les rôles que vous assumez réellement dans votre existence. Vous verrez qu'il y a une certaine correspondance entre les relations sociales que l'on a déjà listées dans le premier temps et ces titres ou ces noms que vous allez lister maintenant. C'est tout à fait normal et même plutôt bon signe que les deux se rejoignent. Je vous laisse de nouveau 1 petite minute pour compléter votre schéma. Le but de l'exercice ici est finalement assez simple, c'est vraiment faire apparaître sous vos yeux, sur votre écran, si vous l'avez noté à l'écran ou sur une feuille de papier, faire apparaître sous vos yeux ce qui d'ordinaire reste plutôt diffus, implicite, pour le rendre plus clair et rendre plus clair ce que vos rôles exigent de vous. On verra, c'est le deuxième intermède pratique que l'on fera. Épictète insiste sur la nécessité de cette prise de conscience. Pourquoi ? Parce que pour Épictète,
lorsque je vois clairement le rôle que j'ai à jouer, je vois aussi ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, juste, j'aimerais que vous preniez encore 30 secondes pour observer votre schéma. Maintenant, prendre un peu de recul sur ce que vous avez noté. Je suis conscient que là, c'est rapide. On n'a pas le temps nécessaire pour que vraiment avoir un schéma complet avec tous vos rôles et toutes vos relations. C'est quelque chose que vous pouvez faire ensuite par vous-même. Mais là, j'aimerais que vous preniez quand même un petit moment, 30 secondes, pour prendre du recul et euh, indiquer, peut-être en les soulignant ou en les entourant d'une couleur particulière, parmi les relations que vous avez inscrites, lesquelles sont aujourd'hui pour vous les plus actives? Parmi les titres que vous portez, lesquels structurent le plus fortement vos journées, vos décisions, vos engagements? Sans juger de la pertinence ou non de ces choix, peut-être, mais simplement prendre conscience de ce que vous faites actuellement. Quelles sont vos relations, vos rôles qui sont importants dans votre vie quotidienne? Voilà. 30 secondes à peu près. Voilà, donc je propose de passer à la partie 4, sans plus de discussion, de transition pour l'instant. Partie 4 dit donc qui consiste à essayer de réfléchir au passage du rôle, des rôles que l'on a identifiés, à l'action convenable. Parmi les rôles que vous avez identifiés dans cet exercice, il est fort probable que certains soient propres à chacun d'entre vous, mais aussi qu'un certain nombre d'autres soient communs. Il existe donc effectivement différents types de rôles, ce qu'Épictète avait déjà bien mis en évidence. Et donc je voulais faire un petit point que je vais essayer d'être assez rapide sur les différents rôles qui existent, que l'on peut retrouver dans vos schémas, du coup, probablement. C'est d'abord un rôle universel, celui d'être humain. Un être humain caractérisé par les stoïciens comme rationnel et sociable, avec des actions appropriées qui découlent, pour Épictète, de ce rôle universel commun à tous. Il les liste à différents endroits des entretiens. On trouve par exemple le fait de se comporter en citoyen du monde, le fait de traiter les indifférents pour ce qu'ils sont, donc tout ce qui ne dépend pas de nous, ne pas leur accorder une valeur qu'ils n'ont pas, préserver sa proairésis, cette faculté de choix qui est finalement notre espace de liberté, comme on l'a vu au tout début de ma présentation, ou encore être fidèle, cultiver la pudeur. Voilà. On a différents types d'actions appropriées qu'Épictète fait dériver de ce rôle universel commun à tous d'être humain. Et le principe sur lequel Épictète revient sans cesse est que ce rôle-là, qui est universel, prime sur tous les autres rôles spécifiques. Donc voilà, on a déjà un outil là pour prioriser certaines tâches, certaines actions convenables les unes avec les autres. C'est-à-dire que le rôle universel et les actions appropriées qui en découlent, les actions convenables qui en découlent, doivent toujours être prioritaires s'il y a un conflit. Deuxièmement, il y a des rôles spécifiques, donc qui sont propres à chacun, que Épictète nous permet d'identifier en fonction de 4 critères, d'identifier et de choisir aussi lorsqu'on a le choix. C'est d'abord les rôles qui sont liés à nos capacités individuelles, que ce soit des capacités physiques, mentales, intellectuelles. C'est le rôle, c'est finalement la réflexion autour du rôle, qu'est-ce que je peux réellement jouer? Et là, on a Épictète dans le manuel 37 qui dit « Si tu endosses un rôle qui est au-dessus de tes moyens, non seulement tu y fais mauvaise figure, mais tu négliges celui que tu peux remplir. »
Ensuite, on a tous les rôles qui découlent de nos relations sociales. On en a déjà parlé, donc je passe très vite. Relations sociales qui peuvent être naturelles ou acquises. Et les relations, pour Épictète, sont souvent les principaux guides de l'action. Donc lorsque j'agis avec mon frère, par exemple, c'est un exemple qu'il prend régulièrement, je dois toujours me rappeler quelle est ma relation avec cette personne que j'ai en face de moi et avec qui j'agis, donc quel est mon frère, et de cette conscience que cette personne est mon frère va découler l'action convenable pour, euh, pour Épictète. Ensuite, on a tout un certain nombre de rôles qui découlent de choix personnels. Ce sont nos choix de vie, nos choix de carrière notamment, donc tous les choix professionnels, le fait de devenir plutôt charpentier, plutôt philosophe, plutôt rhéteur, plutôt homme politique, etc., en fonction de nos capacités naturelles. Si elles ne vont pas à l'encontre de notre rôle universel, et pour pouvoir choisir, si on hésite, si on a les capacités naturelles pour différentes tâches ou différents métiers, différents choix, le critère principal pour choisir quelle sera notre option numéro 1 à privilégier sera toujours de viser l'utilité commune. En quoi est-ce que je peux être utile à la communauté euh, et avec quel rôle, disons, je serai le plus utile à la communauté. Et Épictète nous donne enfin un troisième type de rôle qui, là, ne sont plus choisis, mais qui sont plutôt donnés par, ou assignés par la vie, le destin, par les circonstances extérieures. Et à ces rôles-là, il s'agit de les jouer du mieux possible, même s'ils n'ont pas été choisis. Et là, c'est cette citation du manuel qui fait écho à la métaphore théâtrale de l'acteur dont on a parlé aussi tout à l'heure dans la précédente intervention, ou le manuel, le chapitre 24 du manuel également, pour ce critère du choix, qui doit toujours se faire en fonction, lorsqu'on a le choix en fonction de l'utilité commune, et lorsqu'on n'a pas le choix, eh bien, jouer du mieux possible ce qui nous a été donné comme rôle. Voilà, donc ça, ce sont toutes les différents rôles qui existent. Et au cours de notre existence, on va être appelé à endosser plusieurs de ces rôles, qui se succèdent et s'imbriquent parfois. Celui d'individu, avec nos intérêts, nos qualités propres, celui d'enfant, de père, de frère, de citoyen, celui de philosophe, d'homme politique, ou de bibliothécaire, ou je ne sais quel autre métier, quel autre rôle. Celui, enfin, d'être humain, doué de raison, raisonnable et sociable. Et donc certains rôles, je l'ai dit déjà, sont propres à chacun, d'autres sont communs à un ensemble d'individus, voire à l'ensemble de l'humanité. Certains rôles vont être le résultat d'un choix individuel, tandis que d'autres vont nous être imposés par les circonstances de la vie, de l'existence. Mais dans tous les cas, nous dit Épictète, il convient pour Épictète de bien connaître ces rôles et d'agir convenablement en fonction de ces différents rôles. Tous ces rôles qui me définissent sont finalement à passer en revue pour prendre des décisions et agir convenablement pour déterminer ce que je dois faire en tant que membre de l'espèce humaine, en tant que la personne que je suis, avec mes forces et mes faiblesses naturelles, en tant qu'inévitablement inclus dans telle ou telle circonstance extérieure, mais aussi en tant que ayant choisi un style de vie particulier que j'ai choisi pour moi-même. Donc tout cela, en tant que je suis tel ou tel rôle, va me conduire à agir d'une certaine manière, en ayant conscience des circonstances qui sont les miennes, de la situation dans laquelle je suis, et même, pour utiliser le langage d'Épictète, en fonction de qui je suis. Voilà. Je vous propose maintenant un deuxième intermède, avant de conclure, qui consiste à passer précisément du rôle aux actions convenables. Donc à partir de deux titres, deux rôles que vous avez identifiés dans le premier exercice, par exemple collègue, responsable d'équipe, ou voilà, être humain simplement, ou citoyen du monde, il s'agit de dégager les actions qui suivent naturellement de ces rôles.
En cas de conflit, rappel d'Épictète, en cas de conflit entre un rôle spécifique et le rôle universel, d'être humain, rationnel et sociable, c'est toujours le rôle universel qui va primer. S'il y a un conflit entre des rôles spécifiques, là, ça va être à la raison de délibérer, de trancher, en fonction des priorités qui sont les nôtres actuellement, dans la situation qui est la mienne, en fonction des relations qui sont les miennes. Voilà, donc là, il y a tout un processus de délibération à mettre en place, mais dont je suis finalement le seul responsable, parce que moi seul me connais moi-même, connais qui je suis, quels sont mes rôles, quelles sont mes relations, et donc ce qui est justifiable rationnellement pour moi. Alors, je vous laisse peut-être 2-3 minutes, je regarde l'heure. Oui. 2-3 minutes simplement, il me semble que pour comprendre mon propos, c'est intéressant d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Donc 2-3 minutes pour écrire une, deux, trois actions qui suivent naturellement un ou deux rôles que vous avez identifiés dans la première partie de l'exercice. Et puis je conclurai en une petite minute. Voilà, vu l'heure, je ne vais pas vous laisser plus de temps que cela, mais c'est un exercice que vous pourriez répéter chaque jour, chaque matin, par exemple, pendant une semaine, pour vous habituer, comme le préconisait le manuel d'Épictète, le chapitre 30, pour vous habituer à habituer votre discernement à identifier vos différents rôles et finalement laisser suivre l'action de cette conscience que vous avez de vos différents rôles et de vos différentes relations. Pour conclure, juste un petit mot, et je finirai comme ça à 15h40. L'éthique des rôles proposée par Épictète éclaire très concrètement, à mon avis, nos décisions, qu'elles relèvent de la vie personnelle ou du monde du travail. Je l'ai dit en introduction et je le pense encore. L'éthique des rôles, elle a pour avantage de clarifier les attentes en nommant les rôles formels mais aussi informels, plus implicites parfois, que nous assumons au quotidien. Il devient tout de suite plus lisible de discerner ce qu'il convient de faire. L'éthique des rôles permet d'articuler également notre rôle universel d'être humain, rationnel, sociable, guidé par la justice, le respect et d'autres valeurs universelles, et nos rôles spécifiques, qu'ils soient familiaux, professionnels, associatifs ou que sais-je, en proposant une hiérarchie claire entre ces différents niveaux. Enfin, l'éthique des rôles offre une certaine stabilité dans l'adversité. Elle va nous permettre, dans un contexte difficile, où il n'est pas clair pour nous de la décision à prendre, d'identifier son rôle, parce que identifier son rôle va signifier ne plus se laisser happer par les circonstances et agir dans l'urgence, mais finalement habiter chacun de ces rôles qui sont les miens et arriver à visualiser l'action adéquate, voir l'action adéquate apparaître avec davantage de simplicité et de continuité. L'éthique des rôles telle qu'Épictète la conçoit constitue donc, à mon avis, un véritable art de tenir sa place dans la société et dans le monde, un art de laisser suivre de cette place qui est la nôtre ce qu'il convient de faire, avec raison, avec suite, avec conséquentialité, pour utiliser le terme technique d'Épictète, sans jamais sacrifier
notre faculté de choix, notre proairesis, c'est-à-dire notre liberté intérieure et notre nature d'être humain, qui doit toujours être prioritaire. Apprendre à voir nos relations, à nommer nos rôles et à laisser suivre de ces rôles ce qui est à faire, telle est pour Épictète la condition pour agir à propos et en situation dans toutes les circonstances. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à vous, Maël. Merci beaucoup. Très didactique, très dans l'expérience, comme à votre habitude, Maël, et plus largement, à l'instar de ce que vous faites dans Stoa Gallica. Il est 15h40, Tempus fugit, disaient les anciens. Nous allons devoir nous arrêter là et on n'aura pas de temps pour les questions. Merci beaucoup à vous, Maël, pour cette intervention à nouveau très pédagogique et très dans l'expérience parce que, in fine, bien évidemment, c'est le fond du message stoïcien, ainsi que Pierre Hadot, que vous avez cité tout à l'heure, nous le rappelle régulièrement. Merci à toutes les personnes et à toutes les institutions qui sont intervenues dans ce colloque et qui ont participé à l'organisation de ce colloque. David Abonneau de l'Université Paris-Dauphine, Guillemette de Chef de Bien et Emmanuel Brochier de l'IPC, Maël Goarzan, qu'on a eu le plaisir d'écouter à l'instant de Stoa Gallica, et puis Benoît Schneckenburger qui est intervenu dans l'après-midi. Je crois que on ressort de cette journée avec toute une série de matières euh, pour mieux comprendre ce qui dépend de nous, de moi ou pas, pour mieux comprendre ce qui incombe à nos rôles sociaux, pour mieux comprendre, et c'était le thème de notre colloque, comment agir et jouer notre rôle sans subir au sein des organisations. À nous maintenant de nous emparer ou pas de ces éléments. Ça nous appartient et ça, c'est notre liberté. À nous d'incarner, d'être les porteurs, si on le souhaite, de ce message stoïcien à l'interface de l'action engagée, dans le sens de nos rôles, et de l'apaisement dans le cadre de nos activités professionnelles. Merci à tous pour avoir suivi cette journée et bonne mise en pratique de ces éléments si vous le souhaitez. Merci à tous et à bientôt.